Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de cours sur l'électrocinétique. Dans ce chapitre, on étudiait les circuits linéaires du second ordre. Donc auparavant, on a vu les circuits linéaires du premier ordre. On a expliqué qu'est-ce qu'un circuit linéaire. Donc les circuits linéaires, c'est un circuit qui comporte que des composants linéaires. Donc comme la résistance, par exemple, c'est un composant linéaire. La bobine, donc c'est un composant linéaire idéalement, et un condensateur. On a dit un composant linéaire, c'est un composant euh, tel que le courant, donc la tension à ces bornes dépend linéairement du courant qui le traverse. Et on a vu que les circuits linéaires du premier ordre, ils sont régis par une équation différentielle du premier ordre, donc ça veut dire que les dérivées sont que des dérivées premières. Et donc maintenant, on va voir un autre type de circuit, c'est des circuits linéaires du second ordre. Et donc second ordre, ici, signifie que l'équation différentielle de la variation, donc ou de l'avancement, c'est-à-dire du comportement des tensions au bord de ces dipôles linéaires, c'est une équation différentielle. Donc c'est une équation différentielle du deuxième ordre. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une grandeur, par exemple la tension au banc de la résistance, la tension au banc de la bobine, ou la tension au banc du condensateur, ou les courants qui les traversent. Et donc vous prenez cette tension, donc vous la notez par S de t. Donc vous allez trouver une équation de ce type-là, plus B d de S de t sur dt, plus C S de t est égal à D. Avec A, B, C, D, c'est des constantes, donc c'est des constantes, positives ou négatives, peu importe. Donc là, lorsque votre système est régi par ce type d'équation, donc le système ou le circuit est un circuit de second ordre. Alors, nous allons commencer par une petite expérience pour illustrer donc un type de circuit de second ordre. Donc on va commencer par une étude expérimentale. Donc d'un circuit. Donc ici, on va prendre les trois dipôles et on va fabriquer un circuit avec ces trois dipôles. Donc un circuit qu'on appelle RLC série. RLC, ça veut dire que le circuit électrique est composé de ces trois dipôles linéaires. Et donc maintenant, donc voici le montage. Donc le montage qu'on va étudier expérimentalement avant de faire la théorie. Donc il est le suivant. Donc on va prendre un générateur, donc un GBF qui délivre une tension E qui dépend de T, et en série avec une résistance. Et donc cette résistance est variable, donc on peut la varier. En série avec une bobine et en série avec un condensateur. Donc voici le circuit RLC. Bien sûr, la masse est commune tous les composants électriques. Et donc là, on va prendre par exemple une voie de l'oscilloscope. On va poser donc ici, on va l'appeler la voie 2. Donc on va visualiser la tension donc, entre donc cette flèche bleue et la masse. Donc c'est la tension au bord du condensateur. On va la visualiser en fonction du temps à l'aide d'un oscilloscope. Et on va prendre aussi cette tension qui est là. Et donc cette tension, c'est la tension aux bornes de mon générateur. Parce que là, il faut voir la flèche, donc le composant qui est entre la flèche et la masse. Donc ça, c'est la voie 1. Et donc là, on va prendre par exemple un C qui est égal à donc, 33 nanofarad, une bobine, elle, de 560 millihenry, et ma résistance, elle est variable. Et donc là, lorsque je visualise les tensions à l'aide de l'oscilloscope,
Donc voici ce que j'observe. Donc là, pour la première expérience, on va prendre une résistance qui est égale à 1 kΩ. Et donc là, on va visualiser donc ce qui se passe en voie 2 et on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la variation du UC de T, donc la tension bande du condensateur en fonction du temps. Pour R est égal à 1 kΩ. Donc là, on peut remarquer donc l'apparition de deux régimes. Donc ici, donc cette partie, c'est ce qu'on appelle un régime permanent établi. Donc la définition d'un régime permanent, c'est un régime pour lequel donc la sortie est constante, comme l'entrée est égale à 0. Donc l'entrée ici, donc E de t, donc est égal à 0 pour t inférieur à 0 et est égal à E0 pour t supérieur à 0. Donc là, si je visualise E de t, donc E de t en fonction du temps, donc pour la même, donc là, on peut prendre l'origine des temps ici, donc là, c'est au moment où j'ai déclenché, donc c'est au moment où le GBF a délivré une tension est égale à E0, donc je vais l'appeler T, donc A0. Et donc de la même façon ici, si je visualise en jaune le comportement de la tension délivrée par le GF, donc je vais trouver quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, cette valeur, c'est E0. Donc là, on a un régime permanent, un régime établi, et ici, c'est ce qu'on appelle donc un régime transitoire. Donc c'est un régime transitoire. Donc le régime transitoire, c'est l'instant entre donc c'est entre l'état initial, donc l'instant initial, et ce temps-là entre l'instant initial et le régime établi. Et donc là, on va varier la résistance. Donc là, si je prends par exemple une résistance qui est égale à 3 kΩ, donc si j'augmente ma résistance, donc là, je retrace ce que j'obtiens à l'écran de l'oscilloscope, et donc j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai une seule oscillation ou deux, et après, j'ai rapidement, donc j'atteins le régime établi. Et donc là, pour R est égal à 3 kΩ, donc lorsque j'augmente la résistance, je vois que le régime établi est rapidement atteint. Donc là, c'est mon régime établi au permanent. Et ici, c'est mon régime transitoire. Et donc toujours ici, vous avez 0 et TR. Donc ça, c'est le régime transitoire. Et donc là, on observe que lorsque j'augmente la résistance, c'est-à-dire j'obtiens le régime permanent le plus rapidement possible et j'ai moins d'oscillations. Et donc si je continue à augmenter la résistance, donc par exemple si je prends une résistance qui est égale à 20 kΩ, donc là j'augmente la résistance à 20 kΩ, et donc ce que j'obtiens, donc j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Donc là j'ai plus d'oscillation, et donc le régime établi, il est à peu près là. Donc ça c'est le régime établi au permanent. Et ici, donc de l'instant 0 à TR, ici TR, là c'est l'instant 0, et donc ça c'est mon régime transitoire. Et donc là, voilà expérimentalement ce que j'obtiens. Donc on peut dire donc, qualitativement que lorsque j'augmente la résistance, j'obtiens moins d'oscillations. C'est ce qu'on appelle donc un régime d'oscillation amorti, parce qu'on voit que l'amplitude des oscillations diminue en fonction du temps. Et lorsque j'augmente la résistance, donc je diminue le nombre d'oscillations jusqu'à atteindre un régime où il n'y a plus d'oscillation.
Donc là, ce régime-là, c'est ce qu'on appelle donc un régime pseudo-périodique. Pourquoi? Parce que vous avez des oscillations, mais on voit que cette période varie un peu, en fait. Il varie un peu. Et donc, on l'appelle pseudo-périodique parce que donc, si vous prenez, donc, si les oscillations n'étaient pas amorties, donc, si par exemple, vous prenez la période ici, c'était non amorti, et ici, c'était amorti. Donc, vous allez trouver que T amorti est égal à peu près T non amorti, mais pour certaines conditions qu'on va voir dans la suite. Et donc là, ce régime-là, c'est ce qu'on appelle un régime, donc c'est un régime apériodique, ou un régime critique plutôt. C'est un régime critique. Et donc là, ce régime, donc on voit qu'il y a des oscillations, donc c'est vraiment entre critique et pseudo-périodique. Donc là, celui-là, on peut le considérer pour l'instant que c'est un régime pseudo-périodique. Mais on va voir les conditions pour lesquelles on peut dire que c'est un régime critique ou pseudo-périodique. Donc c'est entre les deux. Et ici, bien sûr, on a un régime apériodique. Donc là, apériodique parce qu'on n'a pas d'oscillation. Donc le A devant le périodique, c'est pour la négation. Donc c'est pour dire que c'est non périodique. Alors maintenant, comment on va mettre tout ça en équation et comment peut-on interpréter tout ça théoriquement? Donc pour cela, on va établir l'équation différentielle sur la tension aux bornes du condensateur. Et donc pour cela, donc équation différentielle donc sur la tension UC. Donc comme la dernière fois, donc comme pour les circuits du premier ordre, donc là on va schématiser le montage qu'on a étudié par ce symbole. Donc là on a un circuit RLC. Et ici donc on a injecté une entrée, donc c'est la tension délivrée par le GBF. Donc c'est ce qu'on appelle la tension d'attaque. Et ici, vous avez la sortie, donc la réponse indicielle. Donc en sortie, on visualise, on étudie la tension aux bornes du condensateur, donc UC de T aux bornes de C. Et donc là, on cherche une équation différentielle donc liant UC de T et E de T. Donc pour cela, donc on va pour la mise en équation, on va appliquer la loi des mailles. Donc le montage suivant, donc pour ce montage qui est là, lorsqu'on applique la loi des mailles, donc si je prends ce montage et donc j'applique la loi des mailles, donc je vais avoir une équation qui relie la tension aux bandes de, donc là si je prends le courant dans ce sens, donc la tension aux bandes de la résistance R, et donc ici j'ai UC. Et donc d'après la loi des mailles, donc je vais avoir E de T est égal à UC de T plus UL de T plus UR de T. Donc de plus R, L, C sont traversés par le même courant, donc I de T. Donc ça veut dire que je vais exprimer toutes les tensions en fonction du courant. Donc c'est R de I de T d'après la loi des mailles. UL de T est égal à LD de I sur dt d'après la loi d'induction. Et le courant traversé par le condensateur, donc c'est DUC sur dt. Donc je remplace tout ça dans la relation des mailles. Donc on va trouver que E de T est égal donc LC D de UC au carré sur dt au carré plus RC D de UC sur dt
plus UC de t. Donc là, j'ai laissé ce terme, donc ce terme il est là. UL de t, donc UL de t est égal à L dI sur dt. Or, I est égal à C DUC sur dt, donc il faut dériver. Donc lorsque je dérive d de I sur dt, donc ça fait d sur dt de C DUC sur dt. Et donc là, j'ai la dérivée seconde de UC sur dt au carré. Et bien sûr, avec ce L, donc ça fait L, donc LC. Donc voici ce terme. Et UR de t, donc c'est R fois I, et donc je remplace I par ce terme. Donc voici mon équation différentielle, donc cette relation est une équation, donc c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Deuxième ordre. Donc qui lie UC de t et les deux premières dérivées DUC et dt. Et donc c'est pour cela que le circuit RLC est un circuit de deuxième ordre. Donc c'est un circuit de deuxième ordre. Car il est régi par une équation différentielle de deuxième ordre, qui est là. Alors maintenant, on va donc la tradition nous impose de mettre cette équation différentielle sous l'une des formes, donc c'est des formes canoniques. Donc la mise sous la forme canonique de cette équation, donc pour la résoudre, la forme canonique de cette équation. Et donc là, la forme canonique, donc vous avez deux formes canoniques. La première, donc c'est 1 sur oméga 0 au carré d au carré de UC de t sur dt plus 1 sur q oméga 0 duc sur dt plus UC de t est égal à E de t. Donc ça, c'est la première forme canonique, donc qui fait apparaître un q. Donc le q, c'est ce qu'on appelle le facteur de qualité. On va expliquer sa signification physique après, donc le facteur de qualité. Et oméga 0, c'est la pulsation propre. Donc oméga 0, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre de mon circuit. Donc voici la première mise en forme canonique. Il y a une autre forme, donc je vais écrire OU. Donc 1 sur oméga 0 au carré d au carré de UC sur dt au carré plus 2 xi sur oméga 0 d de UC sur dt plus UC de t est égal à E de t. Donc vous avez une deuxième forme canonique, donc là on garde la même pulsation propre. On va tout simplement remplacer le facteur de qualité par ce qu'on appelle le facteur d'amortissement. Donc ici c'est le facteur d'amortissement. Donc le facteur d'amortissement est oméga 0. Donc c'est la même définition que ici. Et donc là, il y a une relation entre le facteur d'amortissement et le facteur de qualité par donc xi est égal à 1 sur 2q. Donc ça veut dire que le facteur d'amortissement, c'est l'inverse du facteur de qualité. Et donc là, lorsqu'on identifiait donc cette équation avec donc C2, donc on peut obtenir donc ça conduit à ce système, donc le système suivant. Donc le système suivant. Donc on va trouver que L fois C, c'est 1 sur oméga 0 au carré, et R fois C, c'est 1 sur Q fois oméga 0. Et donc là, c'est très simple à obtenir. Il faut tout simplement, donc il faut faire donc le lien entre 1 sur oméga 0, donc c'est le facteur qui est devant la dérivée seconde, donc c'est celui-là. Et donc ce facteur qui est là, c'est celui-là. Donc vous allez faire une identification et vous allez obtenir donc
tout ça, avec, bien sûr, avec xi, c'est 1 sur 2q. Et donc, vous allez obtenir ce système, et que l'on peut résoudre pour obtenir, donc, oméga 0. Donc là, l'inconnu ici, c'est oméga 0 et q. Donc, oméga 0, c'est 1 sur racine de LC, et q, c'est 1 sur r, racine de L sur C. Donc c'est très simple, il faut tout simplement donc, prendre l'inverse et la racine. Vous remplacez ici par L, donc 1 sur racine de LC. Donc vous allez, faire passer le Q de l'autre côté et vous allez trouver donc cette expression. Et donc c'est pareil, le facteur d'amortissement xi, donc d'après la relation xi est égal à 1 sur 2q, donc vous pouvez écrire xi de la forme suivante, donc 1 demi r racine de c sur L. Donc voici la mise en équation. Alors maintenant la détermination, donc la résolution. Donc la détermination de la tension UC de T. Et donc là, on souhaite obtenir cette tension pour T positif, parce que pour T négatif, c'est un cas qui n'est pas très intéressant, parce que dans la majorité des cas, la tension avant T égale à 0 est toujours égale à 0. Et donc là, on va d'abord chercher les conditions initiales. Donc on va choisir des conditions initiales s'ils n'ont pas été déjà préalablement données par l'exercice. Et donc pour trouver cette tension, donc il faut déterminer préalablement, ou il faut savoir préalablement au préalable, donc UC en 0 plus et d de UC sur dt en 0 plus. Donc pour résoudre complètement l'équation, il faut savoir ces deux conditions initiales. Sinon, la résolution complète est impossible. Et donc là, on va supposer que pour t inférieur à 0, on va supposer que UC 0- est égal à 0. Et donc par continuité de la tension en bord du condensateur, ça veut dire que UC 0+ est égal à 0 également. Donc de même, pour T inférieur à 0, l'intensité I de T, donc en 0- est égale à 0, et par continuité du courant, I 0+ est égal à 0. Or, moi je sais que I de T est égal à C DUC sur dt. Donc là, ça veut dire que DUC sur dt 0+ est égal à 0 d'après I 0+. Et donc voilà, j'ai obtenu mon couple, donc j'ai obtenu toutes les informations, donc c'est sur les conditions initiales, donc c'est le couple équation différentielle et conditions initiales. Et donc si vous avez toutes les informations sur ce couple, vous pouvez maintenant résoudre la UC de T en fonction du temps. Et donc là, le système à résoudre, donc c'est 1 sur oméga 0 au carré d au carré de UC sur dt au carré, plus 2 xi sur oméga 0 d de UC sur dt, plus UC de t est égal à, donc E de t pour t, donc ça c'est toujours pour t, donc là on est en t positif, et pour t positif, E de t est égal à E0. Donc là j'ai E0 ici. Et bien sûr, les conditions initiales, donc UC en 0 est égal à 0, et d de UC sur dt en 0 est égal à 0. Donc voici le système à résoudre. Et donc là, pour résoudre cette équation différentielle, donc on va écrire la solution sous la forme d'une solution particulière plus une solution homogène.
Donc la solution particulière, il doit être constante. Donc il doit ressembler à E0, c'est une constante. Donc la solution particulière, donc U c'est P de T, doit être, donc il doit ressembler au second membre qui est non nul. Et donc cette solution particulière elle doit être une constante, donc il est égal à une constante. Et donc lorsque je la remplace dans l'équation différentielle, donc je trouve que 1 sur oméga 0 fois la dérivée seconde d'une constante c'est 0, plus 2 xi oméga 0, la dérivée d'une constante c'est 0, plus UC particulière est égale à E0. Et donc finalement je trouve que la solution particulière c'est tout simplement E0. Alors maintenant, il me reste à chercher la solution homogène. Alors maintenant, pour la solution homogène, donc je vais écrire que la solution homogène, il vérifiait tout simplement l'équation homogène, c'est-à-dire avec un second membre nul. Donc on va prendre E de t est égal à 0. Et donc il vérifiait 1 sur oméga 0 d au carré de UCH sur dt au carré, plus 2 xi sur oméga 0 d de UCH sur dt, plus UCH de t est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle vérifiée par la solution homogène. Et donc sa résolution passe par l'équation caractéristique. Donc là, il faut écrire l'équation caractéristique. Et donc l'équation caractéristique, c'est de remplacer donc UC de H par 1, remplacer la dérivée de UC de H dt par un variable R et remplacer la dérivée seconde de dH sur dt au carré par un R au carré. Donc là je trouve une équation du second ordre, donc R au carré sur oméga 0 au carré plus 2 xi sur oméga 0 fois R plus 1 est égal à 0. Et donc là on est amené à calculer un discriminant, donc c'est le delta. Donc le discriminant delta est égal ici à 2 xi au carré sur oméga 0 au carré moins 4 AC, ici le A c'est 1 sur oméga 0. Donc moins 4 fois 1 sur oméga 0 au carré. Et donc tout ça est égal à 4 sur oméga 0 au carré, facteur de xi au carré moins 1. Donc là, il y a plusieurs solutions selon le signe de delta. Donc le comportement physique, donc le comportement physique du système, donc de ce circuit de deuxième ordre, est différent selon les cas. Donc il est différent dans les trois cas, donc qui sont delta positif, delta nul et delta négatif. Et donc là, on va commencer par le cas qu'on appelle le régime apériodique. Donc le régime apériodique, c'est lorsque vous avez un delta qui est positif. C'est-à-dire que si delta est positif, donc ça veut dire que 4 sur oméga 0 au carré xi au carré moins 1 est positif. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que xi est supérieur à 1. Donc soit le facteur de qualité Q est inférieur à 1,5. Donc je vous rappelle que la relation entre xi et Q, c'est donc xi est égal à 1 sur 2. Donc c'est juste un petit rappel. Et donc là, dans l'expérience du premier paragraphe, donc lorsqu'on a fait l'expérience, on a trouvé que dans le régime apériodique, donc lorsqu'on trace UC de t en fonction du temps, on trouve quelque chose qui ressemble à ça. Donc il n'y a pas de périodicité ici. Donc c'est ça le régime apériodique.
Et donc là, on a trouvé que si Q est inférieur à 1,5, donc ça veut dire que Q qui est égal à... Donc on a trouvé que Q est égal à 1 sur R. Donc déjà, donc 1 sur R racine de L sur C. Donc CQ est inférieur à 1,5. Donc là, ça veut dire que R elle est supérieure à une valeur. Et cette valeur, c'est racine de racine de LC. Et qui vaut d'après, donc si on a, pour le L qu'on a pris dans l'expérience, donc on a pris un L qui vaut combien? Donc on a pris un L qui vaut 560 millihenries et C est égal à 33 nanofarads. Et donc lorsqu'on remplace L et C, on va trouver un R qui vaut à peu près 8,2 kiloohms. Et donc là, si R est supérieur à cette valeur, donc vous êtes dans le régime apériodique. Et c'est ce qu'on trouve dans l'expérience, parce que le régime apériodique ici, on l'a trouvé pour R égale à 20 kiloohms. Donc c'est bien, donc la théorie explique bien ce comportement expérimental. Donc très bien. Donc là, lorsque R est supérieur à cette valeur, le système, on appelle le système est fortement amorti. Le système est fortement amorti. Et donc l'équation caractéristique, donc il a deux racines. Donc là, le premier racine, donc c'est R1 qui est égal à moins B sur 2A plus racine de delta sur 2A. Et la deuxième racine R2 est égale à moins B sur 2A à moins racine de delta sur 2A. Et donc là, le racine de delta, on l'a ici, racine de delta. Donc la racine de delta est égale à 2 sur oméga 0 racine de xi au carré moins 1. Et le A, donc d'après l'équation différentielle, le A ici c'est 1 sur oméga 0. Donc A c'est 1 sur oméga 0 au carré. Et donc lorsqu'on remplace, donc on trouve que R1 est égal, donc la première solution, donc c'est oméga 0 facteur de moins xi plus racine de xi moins 1. Et la deuxième solution, R2, est égale à oméga 0 moins xi moins racine de xi au carré moins 1. Donc la solution générale de l'équation différentielle, donc UCH de t, dans le cas où delta est positif, la solution homogène est égale à lambda 1, donc une constante exponentielle R1 de t, plus lambda 2 exponentielle R2 de t. Et donc si vous avez du mal avec ces solutions, donc je vous invite de regarder votre cours sur les équations différentielles du second ordre. Et donc là on trouve cette solution avec donc lambda 1, donc avec lambda 1 et lambda 2, c'est des constantes d'intégration. Donc c'est des constantes des constantes d'intégration inconnues. Et pour les trouver, il faut exploiter les conditions d'intégration inconnues. Alors maintenant, on passe à un deuxième régime. Donc là, c'est le régime apériodique. Alors maintenant, on passe au régime critique. Donc le régime critique. Donc le régime critique, c'est lorsque delta est égal à 0. Donc, lorsque delta est égal à 0, le régime est critique. Donc delta est égal à 0, ça veut dire que 4 sur oméga 0 au carré facteur de xi au carré moins 1 est égal à 0. Donc on a une seule solution, c'est lorsque xi est égal à 1. Donc il est égal à plus ou moins 1, mais le xi et q, c'est des donc xi et q, ils sont toujours positifs parce qu'ils dépendent toujours, de la résistance de la bobine et condensateur. Vous savez que la résistance et l'inductance et la capacité sont toujours positifs. Et donc là,
lorsque xi est égal à 1, donc le facteur de qualité est égal à 1,5. Et donc ce régime, donc c'est la limite, donc ce régime critique donc, est la limite entre deux régimes donc c'est le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Donc on va voir ça, on va voir après qu'est-ce que le régime pseudo-périodique entre deux régimes. Et donc là, on peut calculer une résistance critique ici en remplaçant dans Q qui est égal à R, 1 sur R, racine de L sur C. Et donc on trouve que R critique est égal à 2 racines de L sur C. Et avec la valeur de l'expérience du premier paragraphe, on trouve 8,2 kOhm. Donc pour cette valeur de R, on parle d'amortissement critique. Donc pour cette valeur, de R, on parle d'amortissement critique. Et donc la solution, donc l'équation caractéristique admet dans ce cas-là une racine double. Donc là, R est égal à moins oméga 0. Donc c'est la solution, et la solution générale de l'équation homogène. Donc on a UCH de T est égal à lambda 1 plus lambda 2 T exponentielle de moins oméga 0 T. Donc voici la solution homogène dans le cas où delta est nul. Donc c'est le régime critique. Et bien sûr, lambda 1 et lambda 2, c'est des constantes d'intégration inconnues, comme pour le cas de régime apériodique. Alors maintenant, on va passer à un autre régime, c'est le régime le plus intéressant et qu'on peut faire plein de choses avec. Donc c'est le régime pseudo-périodique. Comme son nom l'indique, donc c'est un régime qui possède des périodicités, donc des oscillations. Donc ce régime, et bien sûr, c'est lorsque delta est négatif. Donc delta négatif, c'est lorsque le xi est inférieur à 1. Et donc lorsque le xi est inférieur à 1, donc vous pouvez, donc si on regarde ici dans l'équation, donc lorsque xi est inférieur à 1, donc ce terme-là est négatif, et donc on va avoir un delta négatif. Donc soit Q, le facteur de qualité, est supérieur à 1,5. Et donc dans l'expérience du premier paragraphe, on a vu que lors du régime pseudo-périodique, on observe donc un comportement qui ressemble à ça. Voilà, c'est des amortissements, et là on atteint le régime permanent, donc ça c'est le régime transitoire. Et donc pour expliquer ça, il faut tout simplement donc prendre en compte le delta négatif et on résout l'équation. Et donc là, on peut définir une résistance critique, donc on peut dire que lorsque R est inférieur à cette résistance critique qu'on a déjà calculée, donc c'est 2 racines de L sur C, le système est faiblement amorti. Et vous pouvez observer des pseudo-oscillations. Donc le système est faiblement amorti. Donc c'est le cas lorsque la résistance donc dans l'expérience est égale à 1 kOhm, donc on a observé des oscillations. Et donc là l'équation caractéristique, il admet deux racines complexes conjuguées. Donc la première racine c'est R1 est égale à moins oméga 0 xi plus i oméga 0 racine de 1 moins xi au carré. Et la deuxième racine c'est moins oméga 0 xi moins i oméga 0 racine de 1 moins xi au carré. Donc vous avez deux racines complexes, et donc la solution générale de l'équation homogène, donc UCH de t, est égale à, donc on peut factoriser par ce terme-là en exponentiel parce que c'est le même dans des deux racines, donc vous allez avoir
exponentielle moins oméga 0 xi de t, facteur de lambda 1 cosinus oméga 0 racine de 1 moins xi au carré fonction du temps, plus lambda 2 sinus oméga 0 racine de 1 moins xi au carré fonction du temps. Et donc lambda 1 et lambda 2 sont des constantes d'intégration qui sont inconnues à ce stade de la résolution. Et donc la pulsation ici, donc la pseudo-pulsation qu'on va appeler oméga prime qui est égale à oméga 0 racine de 1 moins xi au carré. Et donc on voit, puisque xi est ici est inférieur à 1, donc on voit que oméga prime est inférieur à oméga 0. Et donc cette pseudo-pulsation, lorsque votre facteur d'amortissement est très très négligeable, donc oméga 0 est à peu près égal à la pulsation propre de votre système. Et donc là, la solution complète, pour notre système, donc c'est donc là si on se place par exemple, si on se place donc dans le régime critique, donc lorsque xi est égal à 1, donc la solution complète c'est UC de t qui est égal à la solution particulière qu'on a déjà trouvée, c'est E0, plus la solution homogène, donc c'est lambda 1 plus lambda 2 fois t exponentielle de moins oméga 0 t. Et donc là les solutions initiales, les conditions initiales sont les suivantes, donc UC de 0 est égal à 0, et d de UC sur dt en 0 est égal à 0. Et donc UC 0, donc lorsque je la remplace ici, je trouve que UC de 0 est égal à E0 plus lambda, donc θ est égal à 0, donc ce qui implique que E0 est égal à moins lambda 1. Et donc lorsque je dérive UC de t par rapport au temps, et je prends la valeur, donc je la dérive, donc je trouve lambda 2 exponentielle moins oméga 0 t, plus lambda 1 plus lambda 2 t moins oméga 0 exponentielle moins oméga 0 t. Et donc là, lorsque je remplace t par 0, donc je sais que d de uc sur dt en 0 est égal à 0, et donc ça est égal à lambda 2 moins oméga 0 lambda 1. Et donc je trouve que lambda 2 est égal à moins oméga 0 E0. Et donc finalement la solution de l'ensemble, donc équation différentielle et condition initiale dans le cas, donc ça c'est juste un cas particulier, dans le cas xi est égal à 1, donc le régime critique. Mais vous pouvez le faire pour le régime pseudo-périodique et pareil pour le régime impériodique. Donc ça c'est juste parce que c'est un cas simple. Et donc on trouve que la solution finale complète c'est E0 moins E0 facteur de 1 plus oméga 0 t exponentielle moins oméga 0 t. Donc voici la solution complète dans le cas du régime critique. Il n'est pas nécessaire donc d'apprendre ce résultat par cœur, et la seule démarche doit être connue. Donc là, voici la démarche. Donc vous avez votre équation différentielle, vous avez les trois cas, donc vous allez vous placer dans le cas qui correspond à, donc par exemple si vous avez un exercice, une expérience. Donc là j'ai pris un exemple dans le cas d'un régime critique, c'est-à-dire lorsque xi est égal à 1 et q est égal à 1,5. Et donc je prends, donc je dois savoir préalablement les conditions initiales, j'exploite ces conditions initiales et je trouve ma solution complète. Et donc là, je peux faire, donc je vais tracer toutes les solutions. Donc là, UC de t en fonction de t. Et donc je vais trouver trois courbes. Donc là par exemple, si je commence par le 0,
je trouve cette courbe-là. La deuxième courbe, ça sera plutôt, par exemple, celle-là. Et une autre courbe, donc je vais prendre, par exemple, celle-là. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le rouge, par exemple. Et donc là, la courbe jaune, c'est le régime pseudo-périodique. La courbe bleue, c'est le régime apériodique. Mais en fait, vous pouvez remarquer en fait que le régime apériodique et critique, c'est très compliqué de savoir à quel moment on a le régime critique. Donc apériodique ou critique. Donc c'est pareil pour le rouge. Donc là, les deux, on ne peut pas le savoir. Très bien. Donc là, on observe aussi que de plus en plus, donc si vous avez le système qui est de plus en plus amorti, c'est-à-dire que lorsque le coefficient d'amortissement xi, lorsqu'il est grand, donc lorsque xi est grand, donc ça veut dire que vous avez plus d'amortissement, ou lorsque q est faible, c'est-à-dire que la qualité, facteur de qualité est bon. Donc là, vous allez avoir moins d'oscillation. Donc là, moins d'oscillation. Et il y a une remarque très importante, c'est que par exemple, lorsque vous êtes en TP, donc pour estimer, donc là vous allez visualiser la tension aux bandes du condensateur à l'aide d'un oscilloscope. Et imaginons vous trouvez, donc vous allez trouver cette courbe jaune. En fait, il y a une méthode qui est simple pour estimer le facteur de qualité en comptant juste le nombre d'oscillations. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, je ne sais pas s'il y a une sixième, mais on peut dire que donc Q, il est de l'ordre de 5. Donc voici une méthode très simple pour estimer le facteur de qualité. Alors maintenant, on va donc on va définir ce qu'on appelle donc la durée du régime transitoire. Donc la durée du régime transitoire. Donc la durée du régime transitoire. Donc on va définir un temps de réponse. Donc on va définir le temps de réponse de notre système donc, par convention. Donc c'est le temps de réponse à 5%. Donc ce temps de réponse de 5%, donc il est noté par T de R. Donc c'est la durée au bout de laquelle le système atteint sa valeur finale. Donc c'est la durée, donc TR, c'est la durée au bout de laquelle donc le système atteint sa valeur finale moins de 5%, donc moins de 5%. Donc là, on peut visualiser ça par un schéma. Donc on va prendre le schéma, donc la tension du CDT en fonction du temps. Donc on a trouvé que lors de, par exemple, du régime quasi-sinusoïdal, on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, pour définir ce TR, donc là, vous allez tout simplement, donc vous allez prendre la valeur finale. Donc là, vous allez attendre que votre système se stabilise. Donc là, vous êtes en régime permanent, donc le régime établi. Donc c'est ça, c'est ça la valeur finale. Et donc vous allez voir la valeur, donc la valeur de cette valeur finale, par exemple, on va supposer qu'il vaut E final, donc E0 par exemple. Et donc là, T de R,
T de R, c'est lorsque vous avez 5% de cette valeur finale. Donc ça veut dire que vous allez prendre une valeur ici que vous l'appelez E max, et ici une autre valeur que vous l'appelez E min, avec E max, c'est donc c'est 1,05 fois E final, et E min, c'est 0,95 E final, donc 95%, et là c'est 105%. Et donc vous allez faire la différence entre les deux, donc ça veut dire que le T de R, il est lorsque le E min va toucher la première oscillation, donc on va supposer que ce T de R, il est dans ce cas-là. Donc on va refaire le schéma parce que ici c'est pas trop clair. Donc je vais refaire le schéma rapidement. Donc là vous avez UC de T, là vous avez le T, donc là vous avez des oscillations, voilà. Voilà. Donc là, ça c'est la valeur finale. Donc ça c'est votre valeur finale, on va supposer qu'il est là. E final. Et donc là, vous allez prendre E min, donc c'est 95% de E final. Donc supposons qu'il est là. Et donc lorsque vous repérez la première intersection de cette droite E min avec une des oscillations, donc là vous pouvez définir ce qu'on appelle le T de R. Et donc ce temps de réponse, on peut le calculer, on peut le calculer numériquement à l'aide d'un logiciel ou par exemple, donc lorsque vous visualisez vos oscillations à l'aide par exemple d'une console d'acquisition, et vous allez télécharger les données expérimentales dans un logiciel comme Regressy ou un autre logiciel comme Lattice Pro. Donc vous pouvez déterminer ce temps de réponse. Alors très bien, donc voilà, donc c'était un chapitre, donc c'est ce troisième chapitre des SUP, donc c'est sur les circuits linéaires du second ordre. Donc j'espère que c'était clair, et on se reverra la prochaine fois pour d'autres chapitres.